parler d'une influence littéraire, il aurait fallu que j'ai beaucoup lu. Or, je n'étais pas destiné à être ni un professeur de littérature française, ni être un écrivain. Mes parents me destinaient à une carrière scientifique, mais je n'étais pas assez bon ni en maths ni en physique pour pouvoir réaliser leur rêve. Et donc j'ai eu la chance, pendant que j'étais à Whitman College, un petit collège de liberal arts dans l'est de Washington, le sud-est de Washington, de rencontrer un très grand bonhomme de professeur de littérature qui venait de Berkeley. Et ce très grand bonhomme, malheureusement, a disparu il n'y a pas longtemps. Il s'appelait René Bellance. Il était haïtien de naissance. Il a bourlingué à travers les États-Unis, dans toutes les universités. Et il a atterri, je ne sais pas pourquoi, comme moi, comme par hasard, dans un petit collège très conservateur. Lui ne s'y est pas plu, moi j'avais une dernière année à finir, et donc notre rencontre s'est arrêtée là. Mais je peux dire qu'il a été vraiment instrumental dans ma façon de voir la vie. Et comme il était haïtien, nous étions vraiment comme dirais-je, des étrangers un petit peu parachutés dans un environnement très blanc. Mais ça ne nous gênait pas outre mesure. Nos rapports sont devenus excellents. Et c'est lui qui m'a introduit, par exemple, à l'œuvre de Stendhal, Le Rouge et le Noir, sur lequel j'ai fait mes premiers papiers. Et il a été très sévère. Il m'a dit notamment, oui, je reconnais que tu as un style, mais il n'y a pas de substance, mon cher. Alors, qu'est-ce que c'est que la substance? Qu'est-ce qui fait qu'un ouvrage comme Le Rouge et le Noir est meilleur que d'autres, que Victor Hugo est un meilleur auteur? Pourquoi les Anglais ils disent que Shakespeare est meilleur que Racine et Corneille? Et c'est là qu'il m'a montré la voie, doucement, parce que nous étions devenus très amis, et pendant les week-ends toujours fort longs, dans les hivers du nord-ouest américain, eh bien, j'allais chez lui faire un peu de cuisine ilienne, comme je l'ai dit à Thomas Pierce, eh bien, solidarité ilienne surtout. Et donc, à travers cette année très courte, où il m'a introduit à un tout petit morceau de littérature française, j'étais retourné dans mon île en Polynésie française, à Tahiti, mais je n'avais pas commencé une carrière ni de professeur, ni d'enseignant, ni d'écrivain. J'aidais mes parents dans leur atelier paternel et maternel, à les aider à s'en sortir. Et pendant ces années où la France faisait exploser la bombe atomique dans le Pacifique Sud, eh bien, il y avait comme une sorte d'effervescence où tout le monde essayait de s'en sortir. C'était une chance unique de sortir de cette pauvreté qui avait saisi tous les Hakkas quand ils étaient en Chine et qui les avait fait partir de leur terre natale. Et donc, pendant toutes ces années, dans les années 60, 70 et 80, où c'était effectivement les années, on dit les années hippies, où il n'y a rien eu. Mais si, il n'y a rien eu. Il y a notamment, j'ai lu le livre de Tom Brokaw qui parlait des années 60. Et donc, je me rappellerai toujours dans un jardin de mon oncle où je faisais un peu de jardinage. I can get no satisfaction de Rolling Stone. Et donc, c'est difficile à vous expliquer quelles sont mes influences littéraires. Je n'ai pas d'influence littéraire. J'ai grandi et je me suis mis à écrire parce qu'un jour, avec des amis, je me suis rendu compte que ma culture chinoise, ma culture Hakka allait à volo et que nous allons disparaître. La fin va peut-être venir et nous allons disparaître. Mais avant de disparaître, je voulais laisser un témoignage. Et donc j'ai pris sur moi, avec le peu de connaissances que j'avais de cette littérature, que m'a enseigné René Bellance, et je me suis mis à taper une première phrase. Je m'appelle Lien San. Et j'ai continué comme ça.
Et comme il y avait une personne qui avait dit, mais ce n'est pas toi qui as écrit le livre, tu n'as jamais su écrire un livre. Et je me suis obligé d'en écrire un deuxième. Et puis pour faire taire les critiques, un troisième. Et donc j'ai continué et j'ai fait un livre sur la vie de mon grand-père, que mes oncles et tantes voulaient absolument avoir un souvenir plus consistant de la vie de leur papa. Et j'ai fait éditer ce livre en Nouvelle-Zélande et c'est un livre de famille qui n'est pas en vente évidemment. J'ai participé également à l'élaboration d'un livre qui s'appelle Histoire et portrait de la communauté chinoise en 89. Et c'est donc une photographie dans le temps de cette communauté chinoise qui, 20 ans après, on la voit perd beaucoup de ses spécificités. Est-ce que nous allons mourir un jour? Qu'est-ce qui va en rester de ma communauté? Un livre? J'espère bien que non. J'espère toujours défendre ma culture. Et peut-être dans un symposium, il y avait Sonia Lacabane qui disait « Vous êtes entrés en résistance ». C'est vrai. Je suis comme ces Français qui sont entrés en résistance contre quelque chose mais qui apparaît tellement inéluctable. Disparaître de la terre avec sans rien, sans personne pour se souvenir de vous. Et je suis très triste. Parce que je n'ai aucun moyen, ni pour convaincre les autres, ni même pour convaincre mes enfants qu'il ne faut pas oublier la part de Chinois qui est entendue. Curieusement, bien que je sois né à Tahiti, je n'ai pas vécu mon adolescence à Tahiti. Comme j'avais fini mes études primaires très tôt, mes parents ne pouvaient pas m'envoyer travailler tout de suite. Et donc, avec le premier bateau venu, ils m'ont envoyé faire mes études en France, où je suis resté 9 ans. Et donc, plus les années que j'ai passées en Amérique. Donc, tout un pan de ma vie s'est passé en dehors de Tahiti, de la Polynésie française. En revenant à Tahiti, j'ai effectivement vécu dans un quartier, dans un endroit formidable, où il y avait une maison coloniale. Tout le quartier était fait de maisons coloniales, ces maisons d'un ancien temps, avec une architecture spéciale, architecture 19e siècle, avec ses toits, ses volutes, ses frises, et qui pressentait une vie qui était en osmose avec la végétation qui entourait ces maisons. Et d'ailleurs, il y en avait tellement que je vais peut-être faire un chapitre ou une partie d'un livre autobiographique que je suis en train de commencer. Et ces maisons coloniales, ce qui attirait chez moi, c'est aussi également le jardin. Il y avait une profusion de manguiers, de goyaviers. Il y avait aussi des ourous, les fruits de l'arbre à pain. C'était on dirait un jardin nourricier. Ce n'était pas un jardin floral, bien que mes parents ont commencé après à mettre des orchidées, l'aisance aidant, à mettre plus de décoration florale dans leur jardin. Mais ce quartier-là n'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de gens qui habitaient. C'était des grandes propriétés avec ces maisons coloniales où tout le monde vivait un petit peu reclus dans leur maison. Nous étions en pleine ville, ça c'est sûr. Et donc avec le brouhaha de la circulation, il n'y avait pas de place, disons, pour la poésie, pour ces réflexions bucoliques dans une forêt ou même dans un parc de forestier. Mais mon quartier, je l'ai toujours aimé parce que c'est là où j'ai élevé mes enfants, c'est là où mes enfants sont nés, c'est là où a commencé ma vie. Et si je peux dire que ce quartier-là, ça représente tout un souvenir de Tahiti qui ne s'effacera jamais de chez moi. Je ne pourrais pas oublier cette maison-là, cette maison coloniale immense,
où j'avais également un atelier d'impression de tissu. J'ai aidé ma maman dans son, j'allais dire business, dans son atelier on ne peut pas dire que ce soit une usine, mais elle avait un atelier de couture où elle créait des robes polynésiennes, ces robes mamaroua immenses qui dataient d'un ancien temps et qui étaient vraiment le reflet de la culture polynésienne. Curieux que ce soit une Chinoise qui ait réussi à sentir comment cette mode pouvait représenter Tahiti. Ben oui, mais comme elle travaillait beaucoup. Et donc je l'aidais en ce sens. J'avais un atelier d'impression de tissu où j'avais appris le métier dans un College of Arts and Crafts in Auckland, en près de Berkeley. Et c'est peut-être, comme ils disent, le meilleur investissement qu'il ait fait dans mes études. Mais dans cet atelier, c'est créé plein de choses avec la maman, qui est considérée comme une des plus grandes couturières de mode à Tahiti. Et je suis pas peu fier de l'avoir aidé un tout petit peu, grâce à mon peu de connaissances en sérigraphie. Et donc j'ai pu participer à sa notoriété. Ce président colonial aussi, c'était aussi l'enfance de mes enfants et l'endroit où nous avons vécu, ma femme et moi, et avant de partir en Nouvelle-Calédonie, il y a 30 ans de cela maintenant, et nous avons trouvé un pays qui ressemblait un peu. Aujourd'hui, les mondes se ressemblent, totalement uniformes, avec les mêmes préoccupations monétaires, et où la littérature n'a pas de place. Alors, est-ce que l'identité a aussi une place? Quelqu'un avait dit, si pour être fort culturellement, il faut être fort économiquement. Je dirais le contraire. Pour être fort économiquement, il faut être fort culturellement. Et c'est grâce à cela, grâce à cette culture, que les Chinois ont pu réussir partout dans le monde entier. Et ils en sont très fiers. Parce que quand je les vois, les ambassadeurs et les consuls qui s'adressent à nous, ils disent, c'est grâce à votre culture que vous avez pu réussir et vous intégrer partout, dans tous les pays que vous avez été. Et je n'oublierai jamais cette citation. Je dois avouer et faire cette confidence que j'ai toujours vécu une enfance heureuse, la plus belle que je ne pourrai jamais connaître. Il faut dire que quand je suis né, j'ai dû être un cas. J'en ai fait quelque chose d'une plaisanterie, mais au fond, pour mon papa, ça n'a pas dû beaucoup lui plaire. Et donc ce matin-là, quand on l'a appelé pour dire qu'il était papa, il est allé à la maternité et il a trouvé un petit bébé blanc avec des cheveux blonds, des yeux verts, qui ne ressemblait pas du tout à un Chinois. Alors un Chinois qui ne ressemble pas à un Chinois. Alors je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à sa place, ça a dû vraiment être pour lui une journée très étrange. Et donc à partir de là, j'étais donc une curiosité de la ville de cette époque-là. Quand ma maman m'emmenait au marché, tout le monde me regardait, cette maman chinoise qui traînait un petit garçon qui n'avait pas l'air du tout chinois. Et donc j'étais déjà connu dans ce pays comme un Chinois blanc. Et pour compenser le tout, j'étais bien sûr un élève prodige. Donc je devais finir prix Nobel ou Einstein, quelque chose comme ça. Je n'ai pas réussi, malheureusement, à combler tous les espoirs de mes parents. Est-ce que je le regrette? Est-ce qu'ils le regrettent? Je ne sais pas. Il fallait beaucoup plus de force de caractère, beaucoup plus de ténacité pour vouloir non seulement être célèbre, mais être bon aussi, compétent dans les disciplines. Moi,
ayant vécu une enfance tellement heureuse, dans un paysage de rêve, où je n'avais aucun problème, puisque à l'école, ça se passait comme sur des roulettes. Et puis à la maison également. J'avais des oncles et tantes, ils étaient 13 pour s'occuper de moi. Et donc j'étais vraiment le roi de la famille. J'ai des souvenirs, j'ai tellement de souvenirs de cette petite enfance, mais heureux, tellement heureux que on n'a pas l'occasion ou la volonté d'en sortir un souvenir spécialement. Non, la vie s'est passée jusqu'à l'âge de 13 ans où j'ai passé donc le brevet élémentaire. Et un jour, c'est mon papa qui m'a dit, je crois que tu devras aller en France. Et c'est ce jour-là que le rêve s'est déchiré. Là, j'ai dû prendre le bateau, un mois de bateau de Papeete à Marseille pour aller faire des études. Et là, j'ai beaucoup plus eu de souvenirs de Marseille jusqu'à Paris, tout seul. Et je le raconte dans ce livre qui s'appelle Bonbon Serette et Paye Coco, qui a touché apparemment beaucoup de gens. Le périple d'un petit garçon qui découvrait la France de l'après-guerre. Et j'ai adoré cette France-là. Comme je raconte le premier déjeuner à Marseille sur la Canebière avec des gendarmes. Et dans le problème le plus important est de savoir s'il fallait enlever la peau de la pêche avant de la manger. Alors sa femme qui disait, mais laisse-le. Oui, parce qu'il y a des Français qui mangent avec la peau et d'autres non. Et qu'est-ce que... J'ai dit, je ne sais pas, je n'ai jamais mangé de pêche. Et donc, en fait, je n'étais qu'un enfant quand j'ai été envoyé en France faire des études. Et j'ai passé beaucoup de temps à galérer, à me mettre au courant de tous les tenants et aboutissants d'une culture française. C'est pour cela que je suis comme Godard aussi. J'ai appris la vie au cinéma. J'adorais le cinéma. C'était comme cela, enfermé dans un collège, avec aucun rapport avec la réalité, aucun contact avec des familles françaises. Et donc j'ai appris à les voir vivre à travers la radio, les débuts de la télévision française et surtout le cinéma. C'est pour ça que j'ai une tendresse particulière pour Jacques Tati, pour les films de Laubert Lamoureux. Ce ne sont pas des grands films, mais il me montrait une famille française, comment on vivait en France, juste après la guerre. Là encore, il y avait beaucoup ce n'était pas on n'avait pas encore atteint les 30 glorieuses de développement économique. C'était une France toute grise comme Paris. Et on avait l'impression que c'était comme des photos noir et blanc avant que la couleur n'arrive. Et c'est ce Paris, tout en noir et blanc, que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que j'ai pleuré dans ma pensionnat en me rappelant de cette petite enfance? Oui, j'ai pleuré. Je m'en suis rappelé. Mais il n'y avait plus la plage, plus les bains de mer dans l'eau si belle, si claire. Et je me demandais également, comme peut-être c'est Vanuatu qui demande, c'est quand l'indépendance va finir? Et moi aussi je me demandais, mais quand est-ce que mes études vont finir? Je me posais la question parce que je n'avais aucune idée, quand on m'envoyait en France, à quoi il fallait que j'aboutisse. Et donc j'ai passé des années bizarres. On me demandait de faire quelque chose et je le faisais, mais sans vraiment avoir un but dans la tête. Et ça a été mon plus grand défi, ne pas savoir ce que je voulais. Et donc je me suis contenté de vivre. Et je pense que c'est une des principales causes que je n'ai pas réussi à faire des études beaucoup plus élaborées et avoir des diplômes comme les étudiants chinois ou polynésiens qui m'ont suivi. Le déclic, c'est venu bien après. C'était quand un jour, avec certains amis d'éducation française, c'est là que nous nous sommes aperçus que notre culture chinoise allait à volo. Quand j'étais petit, je ne me posais pas la question si j'étais un Tahitien, un Polynésien. Je me sentais d'ici, de chez moi. Et j'étais chez moi. Je n'avais pas l'impression que j'étais ailleurs.
Et c'est pour cela que j'ai toujours vécu sans vraiment un problème. Et quand le problème de la culture, de l'identité s'est posé, moi je l'ai pris à bras le corps. Et c'est comme ça que, également, les souvenirs de ma petite enfance sont passés aux oubliettes pour revenir dans un livre, effectivement, que j'ai écrit bien plus tard. Est-ce que je peux dire que, ou est-ce qu'on peut dire que Jimmy Lee a une... Ce serait trop présomptueux de le dire. J'ai écrit non pas pour faire... Il y a des gens qui écrivent parce qu'ils ont quelque chose en eux qui doit sortir et donc ils écrivent et ils écrivent. Moi j'ai écrit dans le but de faire prendre conscience à ma communauté qu'il se passait quelque chose. Et je suis devenu non pas un écrivain, mais écrivant peut-être, pour le faire comprendre. Mais j'ai également un souci d'orgueil pour dire voilà, on n'écrit pas n'importe comment, on n'écrit pas dans une langue qui ne serait pas châtiée. Il fallait faire honneur à cette civilisation française qui m'a permis de toucher du doigt le monde. Alors, en fait, j'ai écrit ce qui maintenant apparaît comme une trilogie, Haka en Polynésie, donc le livre fondateur. Je pose la question de l'identité chinoise en Polynésie. Qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce que nous pouvons rester Haka? Est-ce qu'on peut devenir et rester Haka dans un environnement qui ne l'est pas et qui ne le sera jamais, à moins qu'il ne soit métissé, mais qu'allons-nous y gagner et qu'allons-nous y perdre? Le deuxième livre était Bonbon Serette, parce que quelqu'un a dit mais il ne peut pas avoir gagné. Et c'est pas lui qui l'a écrit le livre, le premier. Et donc il a fallu que je me force à écrire ce deuxième livre, qui est une sorte de le making-of Jimmy Lee depuis sa petite enfance. Troisième livre, Adieu l'étang aux chevrettes, qui est un pèlerinage, un retour aux sources dans le village de mes parents, de mes grands-parents. Et là, ça a été une très grosse déception. Donc pas de petits vieux, pas de petites vieilles grand-mères qui viennent vous accueillir avec les larmes aux yeux et la voix chevrotante. Non, il n'y avait plus rien, il n'y avait que des usines. Et ensuite, je me suis piqué au jeu, donc il fallait que je raconte, je me suis dit, non, je ne peux pas continuer à ne pas écrire. Et donc j'ai écrit ce dernier livre, Histoire de feu, de flammes et de femmes, de toutes ces histoires que mes oncles et tantes le dimanche me racontaient sur la communauté chinoise. Entre-temps, donc, a intervenu Histoire et portrait de la communauté chinoise et ce livre sur mon grand-père que j'ai édité pour la famille. En préparation, je suis en train d'écrire le livre de l'association Wenfa, dont je suis un des fondateurs, avec deux autres amis. Et en fait, je viens de m'apercevoir que je raconte l'histoire de ma vie dans l'aspect culturel de la chose. Comment défendre la culture chinoise, qui n'est pas très très facile. On n'est pas prophète dans son pays, mais comme j'aime bien les challenges, les défis, j'aime bien les choses difficiles. C'était, je sais pas, je crois que c'était Simone Veil qui avait dit, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui doit être le chemin. Et donc je me force à me donner des challenges. Et si par hasard je les gagne, je n'en tire qu'une satisfaction toute personnelle. Contrairement à ce que ce portrait peut faire dégager, je suis quelqu'un, en fait, depuis la petite enfance, quelqu'un de très timide, qui ne s'ouvre pas trop, qui ne se livre pas trop, et qui ne raconte des choses essentielles qu'à ses amis, et pas à tout le monde. Dans des réunions où il y a trop de monde, je me sens un peu
comment dirais-je, presque de trop des fois. Et il faut que je me force, mais je l'ai appris, à être, comment on dit en anglais, urban, très convivial, mais ce n'est pas vraiment ma nature. Alors, peut-on dire que Jimmy Lee a une œuvre? Est-ce que c'est si important que cela de savoir que Jimmy Lee a une œuvre? Par contre, ce qui est important, c'est de voir son nom cité à côté d'autres, de son mentor, René Bellange de Haïti, qui est les gens, s'ils veulent à ce moment-là rentrer dans ce que j'ai écrit, et là c'est important. L'œuvre en lui-même, ça ne l'est pas. Je ne peux pas me juger moi-même. Je sens simplement que il faut continuer à avancer, à faire des choses. Et parce que j'ai toujours l'impression que pour exister, il faut créer. Et si on ne crée pas, eh bien on n'existe pas. Parce que c'est Sartre qui disait l'existence précède l'essence, je n'en sais rien. Mais si je n'avais pas cette urgence à faire partager mes convictions, ben je crois que ma vie serait beaucoup moins intéressante. Et ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est de savoir que ces quelques livres que j'ai écrits m'ont permis d'ouvrir mon esprit à d'autres gens, à faire la connaissance de gens dans le monde entier qui sont infiniment plus compétents, plus écrivains, qui ont une vision, une expérience du monde entier. Moi, je voyage à peine. Le voyage que j'ai fait en Chine a été une très belle expérience, mais bon, ça commence à urger que le temps passe très vite. Et donc, ce qui était important pour moi, c'est que ma communauté chinoise laisse un héritage à travers les temples, à travers des manifestations culturelles, à travers des écoles qui ne veulent pas se fermer. Et si on peut ajouter les quelques livres de Jimmy Lee, eh bien je serai déjà très content. Et je crois que j'aurai accompli quelque chose pour ma communauté, en attendant de faire quelque chose pour ma propre famille. Cette question d'insularité est une question qui ne peut plus se poser à l'heure de l'informatique, de l'Internet. Quand j'étais petit, je voyais souvent des Tahitiens qui se mettaient au bord de la plage, qui contemplaient l'horizon. Et c'était d'ailleurs, j'ai pris une phrase de Jean-Marie Leclisio qui disait l'insularité, et j'ai oublié le reste bien sûr, qui disait qu'il fallait en sortir. Je n'ai jamais ressenti ce besoin de sortir de son île. Par contre, je pouvais comprendre à l'époque ces Tahitiens qui regardaient l'horizon. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Quelque part, un autre destin, un autre pays, je ne sais pas. Est-ce que l'insularité est une si mauvaise chose que soit? Vivre en autarcie, loin du monde? Je crois que même si on le voulait, aujourd'hui ce n'est plus possible. Le monde est devenu trop petit. Les nouvelles frontières n'existent plus. Grâce aux nouvelles technologies, on peut aller partout. On peut rêver de partout. On peut aller dans des endroits qui étaient inaccessibles auparavant. Et quelquefois c'est dommage, parce qu'on a perdu, moi je pense qu'on a perdu la part du rêve. Donc la part du rêve de cet Haïtien qui regardait au-delà du récif. Qu'y a-t-il au-delà du récif? Un autre destin, un autre pays, quelque part où on pourra vivre autrement. Moi je ne me suis jamais senti insulaire. Si, quand je suis arrivé à Paris, on m'a bien fait comprendre que j'étais quelqu'un qui n'est pas d'ici, mais quelque part de là-bas. Mais il a fallu, mais on apprend vite. Et on apprend vite à décoder leurs codes, leur manière de... Et une fois que les codes sont décodés, et de la façon dont se comporte, dont on change nos comportements, ils nous acceptent beaucoup plus. Mais ce n'est pas un travail facile.
et ça relève beaucoup plus de la sociologie, de la psychologie. Et je crois aussi que écrire des livres en parlant de nous aide à faire rétrécir le monde. Mais je n'aimerais pas un monde trop uniforme qui se ressemble trop. Moi, j'aime quand on m'a dit qu'à New York, par exemple, il y a une communauté sénégalaise, il y a une communauté ivoirienne qui, à New York, apporte une vitalité. Et moi, j'aime ça. J'aime que le monde soit partagé, soit revigoré. À partir d'un certain moment, le grand danger, c'est de rester, c'est de ne pas bouger. Il faut toujours bouger. Est-ce que c'est effectivement, est-ce qu'on va arriver à quelque chose de meilleur? Pas forcément. Mais l'important, c'est d'avoir accompli quelque chose. Et l'accomplissement, je crois que c'est le but de toute la vie. Et si on reste tout seul, je ne serai jamais comme un moine bouddhiste trop contemplatif. Je n'attendrai jamais que ça soit le Seigneur ou Bouddha qui me dise voilà, tu es sauvé. Moi, je préfère me sauver par moi-même, par les choses que je fais, par les choses que j'écris, par les choses que je vois. Et je crois que c'est comme ça que je rentre en contact avec le monde et que je ne mourrai peut-être pas si idiot que cela.